On abordera, donc d'après le programme que vous avez, j'essaie un peu de concorder l'évolution politique du monde musulman avec l'évolution religieuse, culturelle, économique de ce qui s'est passé. Nous sommes actuellement dans ce que j'appelle honnêtement la période la plus importante de l'histoire de l'islam. Ici, j'ai le pouvoir dans les pays musulmans, tous les imams, tous les prédicateurs, à mon avis, je leur imposerai ce cursus historique. Deux cursus exactement. Ce qu'on a appelé le premier cursus, c'est ce qui s'est passé entre les compagnons, la grande discorde, la grande fitna, de son importance par ses effets sur l'évolution de la religion musulmane. Et cette période-là, c'est le deuxième siècle de l'Hégire. Honnêtement, la fin de l'État omeyyade et le premier ère de l'État abbasside. Je dis le premier ère de l'État abbasside. Je vous ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire les ères de l'État abbasside. C'est suivant l'évolution de cet État. On a 4 ères. Le premier ère, c'est ce que j'appelle les califes décideurs. Les califes décideurs. C'est eux qui décidaient. C'était les califes au pouvoir. Le deuxième ère, c'est après l'assassinat de Mutawakkil. Donc, ça a duré plus ou moins un siècle, de 132, vous pouvez dire, jusqu'à les années 250. Après, on est rentré dans une autre ère où c'était les militaires, on va voir ça aussi, turcs, généralement, les militaires qui choisissent le calife. Et c'est là, dans cette ère, c'est là où est apparu dans la législation du fiqh musulman. Attention, donc chez les juristes musulmans, au 3e siècle et 4e siècle, 5e siècle, un mot qui s'appelle les gens qui font et défendent. Ahlul Hill wal Irad, que c'était généralement les militaires. Donc ça, il faut le prendre en considération. Ibn Khaldoun, dans sa préface, Muqaddima, on a parlé de ça. Il a su décortiquer la société. Les gens, c'est les gens au pouvoir, c'est eux qui font et défendent, c'est eux qui ont les armes. Ça, les califes étaient choisis, généralement, par les militaires. De deux autres ères, c'est, je peux dire, pour les sultans, où nous avons eu une nouvelle forme de gouvernance dans le monde musulman, où les califes sont devenus des symboles, plus que des décideurs. C'est des symboles. Et il y a eu ce que j'appelle le protectorat chiite, les duodécimains. Donc, le protectorat chiite duodécimain sur le califat abbasside. C'était la période qu'on appelle la période bouïde. Les bouïdes. Donc les bouïdes, c'était eux, ont fait un peu une sorte de protectorat, c'était un peu 12 ou 13 sultans qui se sont succédés aussi, une grande part, donc, qui a duré aussi longtemps. Et c'était eux les décideurs. Les califes n'étaient que des marionnettes. Puis il y a eu ce protectorat sunnite que j'ai appelé le protectorat seldjoukide. Donc aussi qui a donné naissance à d'autres formes de gouvernance dans le monde musulman et qui s'est terminé avec l'ère abbasside. Il nous a fait rentrer lui-même, nous a mis dans une autre forme de gouvernance appelée les Mamelouks, qui nous ont menés à la gouvernance turque ottomane, c'est ce qu'on a appelé toujours un Inkishariya, les janissaires. Donc, sont rentrés tout ça, c'est des formes de gouvernance. C'est pour ça, c'est une période importante. Pourquoi importante? Je vous ai expliqué que cette période a vu, par exemple, pas mal de choses. Elle a vu l'intervention de l'État dans les affaires religieuses.
l'État abbasside, elle était trop impliquée dans la régence de la religion que l'État omeyyade. Si on fait une étude académique précise, on ne trouve pas trop d'intervention omeyyade dans les affaires de la religion, dans le cours de la religion par rapport aux abbassides. Si nous prenons par exemple le temps des Omeyyades, on a deux interventions qui sont très connues. Donc cette intervention s'est déroulée au temps de Omar ben Abdelaziz, le calife pieux, qui a autorisé, bien qui a demandé d'une façon directe à tous les imams, à tous à l'époque, les grands imams, d'écrire ce qu'on a appelé à l'époque la tradition prophétique et la tradition des compagnons, vu que les gens meurent, ils prennent tout ça donc avec eux. Il faut mieux écrire et rédiger. Ça a été une intervention d'une façon indirecte d'un grand calife pieux en poussant, c'était le premier à avoir poussé, donc, et appelé tous les gens à commencer à écrire, et on a commencé à écrire ce qu'on appelle la tradition prophétique et tout ça. C'était les premiers écrits de la tradition prophétique. Par contre, l'État abbasside, la première chose qu'on a eue dans cet État, c'est un peu une discussion, comme je vous ai expliqué, sur la légitimité religieuse. Je vous ai donné tous les branches de la famille prophétique. Et maintenant, c'était au sein de cette famille qu'on a commencé à discuter de cette légitimité religieuse entre le clan abbasside et le clan khalibite. Ça s'est terminé, comme je vous ai expliqué, par une guerre entre la faction hassanide et les abbassides. Les abbassides ont pris cette légitimité, soi-disant, sur le problème de l'héritage du prophète, en disant que l'héritage est basé sur l'islam, sur la consanguinité, et vu que l'oncle, donc ça dans la culture arabe, il est très proche de la personne que de sa fille. Donc, et pour eux, l'Abbas est l'héritier du prophète. Les autres, ils disent non. Donc, le clan Husseynite, qui est resté un peu plus fort, a décidé d'adopter une autre forme, une autre approche, et elle est entrée dans l'histoire de l'islam. À la fin de l'État omeyyade, début de l'État abbasside, le mot imama, la imama et les califes. Et vous trouvez jusqu'à présent tous les chiites, comme je vous ai expliqué, qui font tout l'école des imams et l'école des califes. Pour eux, les califes, ce sont, et les imams, c'est l'imam Ali et sa descendance. Cette période, donc, avec tout ça, on a vu deux choses, c'est l'évolution. On a vu l'évolution même des chiites, quand je dis l'imama, vers, comme je dis, les duodécimains. Avant, il n'y avait pas ce mot de Ithna Asharia, duodécimain. C'est pendant cette période, et exactement dans la période de Ma'moun, avec l'imam Moussa et son fils Ali ben Moussa, qui ont un peu marché, où l'idée de 12 imams a fait son apparition et a fait même... C'est une période où je peux dire qu'il y a trois périodes. La première période, c'était où le conflit a éclaté, la période des compagnons. Ici, où le conflit, c'est chaque partie a fait ses, comme je dis, tassi, a donné à sa position une aura religieuse. Que nous avons la vérité, que chacun a voulu faire sa propre littérature religieuse. Donc, et on a eu devant nous, tout s'est passé pendant cette période. Que ce soit le chiisme a pris sa forme, donc duodécimain et septécimain, qui s'est un peu légalisé officiellement ici. On a eu légalement les duodécimains, les septécimains. Le sunnite aussi a fait aussi sa forme, a pris sa forme dans les 4 écoles religieuses. Les 2 premières écoles
les Hanafites, les Malikites ont commencé à la fin de l'État omeyyade et ont terminé les révolutions vers le califat de Rachid. Et on a eu Shafi'i et Ahmed qui ont terminé pendant cette période. Donc les 4 écoles religieuses se sont aussi fait leur place dans la société musulmane durant cette période-là. Après, on n'a pas eu d'école religieuse. On a eu des gens capables de faire des écoles religieuses. Mais on n'a eu jamais une école religieuse. Une école juridique. Une école juridique, il y a eu beaucoup d'imams. On les a même appelés al-a'imma al-mutamadhibin. Ça veut dire que c'était des imams capables de créer des écoles, mais ne l'ont pas fait. Ils ont choisi d'intégrer une de ces écoles. Tel que l'imam Tabari, tel que l'imam Al-Qurtubi, et tel que d'autres grands imams, tous étaient des imams capables de créer des écoles juridiques, mais se sont un peu calqués sur une de ces 4 écoles. Donc, cette forme de la jurisprudence musulmane a été prise aussi durant cette période. C'est une période très importante de l'histoire de l'islam. On ne peut pas comprendre pas mal d'idées, pas mal de faits durant cette période. Maintenant, ce que j'ai appelé aussi les écoles, vous les appelez les écoles de dogme, se sont apparues durant cette période. Donc c'est pour ça que je vais essayer de faire un petit calendrier donc, pour vous donner des idées donc, générales sur cette période. Donc un petit calendrier que je vais essayer de le bien noter pour qu'on puisse avancer. On commence par le développement politique de cette période. Donc, quels sont les principaux points qui ont régi la société musulmane durant cette période? Comme je vous ai dit, le problème de légitimité. Donc, problème de légitimité entre, généralement, ce n'est plus entre les Omeyyades, c'est entre les Abbassides et les Talibites. Ce problème a éclaté en plein jour au temps de Mansour, il a rééclaté au temps de Rachid, il a rééclaté au temps de Ma'moun. Comment il a rééclaté ce problème? Au temps de Mansour, on l'a vu avec une guerre ouverte entre les 2 clans qui s'est terminée par la défaite du clan hassanide. Au temps de Rachid, ce clan hassanide lui-même, où il restait 2 personnes, un imam qui s'appelle Yahya et son frère Idriss. Idriss a quitté carrément l'Arabie pour rejoindre le Maroc. Pour rejoindre une région marocaine au nord de la ville de Fès qui s'appelle Zarhoun. C'est là où il est enterré même. Et de là, il s'est marié. Il a eu un fils, c'est Idriss II. Ce Idriss II qui a fondé la ville de Fès. Et tous les tribus marocains se sont alliés à cette personne. Et c'était la déclaration de ce qu'on appelait l'État idrisside au Maroc. Qu'est-ce qui se passe dans cette période? Ce qui s'est passé, les Abbassides, c'était un État oriental. Si on fait une petite comparaison avec l'État omeyyade était un État arabe. L'État abbasside était un État perse, khorassanide. La plupart des hommes de l'État de cette période étaient des gens de Khorasan. C'est eux que les Abbassides se sont appuyés pour faire tomber les Omeyyades. Donc ils étaient plus penchés vers l'Est, vers l'Asie. C'est pour ça, au temps de Mansour, il a suffi d'un prince émanant de la famille des Omeyyades qui arrive en Andalousie et qui réussit à fédérer les tribus arabes d'Andalousie et fonder l'État Omeyyade en Andalousie. Les Abbassides ne sont pas inquiétés
C'est loin. En plus, Mansour, quand tu lui as dit qu'en Andalousie, donc, il y a un nouveau État omeyyade qui a ressurgi sous la direction de Abdelrahman ibn Muawiyah, le fils de Muawiyah, le fils de Hisham ben Abdel Malik, donc petit-fils de Hisham ben Abdel Malik. Il l'a qualifié, cet homme est un aigle de la tribu de Quraysh. Saqara Quraysh, il a dit comme ça. C'est un aigle, quelqu'un qui est parti loin, qui a fondé son propre nid. Donc, les Abbassides n'étaient pas vraiment chauds pour le Maghreb, pour ce qu'on appelle l'Afrique du Nord, avant qu'on l'appelle du Maghreb. C'était loin d'eux. Il n'y avait pas vraiment un terrain de... C'était pas leur terrain de choix, leur terrain de prédilection, donc c'était pas... C'est pour ça, Idriss a choisi aussi de partir au Maroc et fonder un État. Les Khalidites, la mouvance khalidine dont on a parlé, qui était en plein chute, donc elle n'avait plus de place aussi dans le monde de l'Est d'Arabie, dans le monde de l'Est du monde musulman. À leur tête un cadi qui était à Qayrawan, c'est un cadi khalidite. Donc, ils se sont aussi ralliés vers les montagnes de l'ouest Tunis algérien, en plein centre de l'Algérie, à quelques 200 km au sud-ouest d'Alger. Et ont fondé leur propre État, qui est appelé l'État rostoumite, avec une ville qui s'appelle Tiaret. Donc, à l'époque, elle s'appelait Tihat, et maintenant, elle s'appelle Tiaret. Cette ville existe toujours, et les vestiges de l'État rostoumite sont toujours sur l'auteur de cette ville. Donc, quand on y arrive. J'ai visité cette ville, je la connais, je suis né à 100 km de cette ville. Donc j'ai grandi pas loin de cette ville, je la connais très bien. Et c'était où on a eu deux États. Un État chiite au Maroc, et un État khalidite, chiite, pas chiite d'Odissima. Parce que le clan hassanide n'a pas rallié, n'a jamais rallié, le clan hassanide n'a jamais rallié les idées d'Odissima. Les idées chiites, Yodissima, Septissima, c'était l'évolution du clan hussainite. Qu'on soit clair et net. Le clan hassanide n'avait rien à faire dans ça. Jamais. Ni le clan zaïdite. Tous ces gens-là étaient loin des idées développées par les Yodissima à Bagdad, à l'époque. Donc c'était deux États. Un État qui avait pour légitimité un arrière-petit-fils prophétique et un État qui avait la légitimité khalidite. C'est là où les Abbassides se sont aperçus, au temps de Rachid, qu'il faut arrêter l'hémorragie. Sinon, ça peut arriver un peu loin. Et ont décidé de faire un État tampon. On est dans une tribu arabe, les Alawites, à faire leur propre État en Tunisie. Pour être un État tampon, donc l'État alawite était plus allégeance à Bagdad, au calife. Donc, Aghlabide comme ça, l'État Aghlabide en Tunisie. Donc, l'État Aghlabide comme ça, H-A-G-H, Aghlabide, en Tunisie. Cet État avait cette vocation de jouer ce rôle, d'arrêter l'hémorragie, donc, dans les provinces vis-à-vis de Bagdad. Ça, ce qui s'est passé à cette époque, jusqu'au temps de Rachid. Le clan hussainite a développé, comme je vous ai expliqué, au temps de Baqir et de Sadiq, l'idée de l'imam, que l'imam n'est pas le calife. Donc, et je vous ai expliqué ça, que si on pousse l'idée d'imam, on arrive un peu à ce régime théocratique. Quelqu'un qui a une place, qu'il est infaillible, qu'il est ça, ça veut dire on ne peut pas le critiquer. Le calife est critiquable dans ses actes dans ses actes politiques. Par contre, un imam, il est infaillible. Si tu crois qu'il est infaillible, c'est impossible de critiquer. Et ça, on va le voir chez les bouillites. C'est les bouillites qui disent d'Odissima. Parce que ça s'est posé chez eux, cette idée-là. Donc, et c'est pour cette raison, ils n'ont pas révoqué le calife abbasside. Donc, c'est pour raison d'État.
On va le voir à l'époque. Dans leur époque. Donc ça, c'était l'État arabide que nous entendons. On va assister à l'évolution aussi, au temps de Al-Ma'moun, à la division dans le clan Hussainide, donc dans le clan, au Duodécimain et Septicimain. Donc, deux clans chiites. Ceux-là ont vu que l'imam, après Ja'far al-Sadiq, c'est son fils Moussa qui était vivant. Ceux-là ont dit que l'imam, c'est Mohammed ben Ismaïl, parce qu'Ismaïl était plus grand que Moussa, et celui que son père lui a confié d'être imam, il est mort avant son père, donc ils l'ont mis directement sur son fils, Mohammed ben Ismaïl, ben Ja'far al-Sadiq. Donc, et on a eu deux factions. Et les septicimains étaient plus dangereux à l'époque que les duodécimains. Les duodécimains se sont cantonnés à Bagdad. Ils ont fait leur école juridique, donc à Bagdad, puis Najaf, dans la région. Par contre, les septicimains sont partis soit en Syrie, soit au Bahreïn. Donc, et c'est là aussi qu'ils se sont développés jusqu'à donner naissance à un État, qu'on va le voir après, dans le deuxième, l'État fatimide, qui est apparu en Nord-Afrique, et puis elle est partie jusqu'en Égypte. Donc, il a voulu même conquérir le monde musulman, donc l'Est et faire tomber l'État abbasside à son époque. Donc ça, c'était un peu l'évolution politique de cette région. On peut voir aussi dans cette région politique, donc on peut voir qu'on assiste aussi à une sorte de clivage et de lutte entre les Arabes, le clan arabe plutôt, et le clan perse. Dans les sommets de l'État. Les Perses ont pu être des vizirs, donc des ministres, au temps de la grande famille Barmak. À la mort de Mansour et la venue de Mahdi, Rabi' ibn Younes, qui était chef du clan arabe, ministre de Mansour, a été limogé et remplacé par Yahya ben Khaled al-Barmaki. Yahya ben Khaled al-Barmaki était un lieutenant de Abu Muslim al-Khurasani. Donc un lieutenant qui a gravi dans les échelons de la hiérarchie militaire abbasside à l'époque perse. Son fils Yahya, avec Mahdi, est devenu là un homme fort de l'État. Et autant, parce que Hadi n'était que 11 mois, donc c'est court, directement Rachid, qui a pris le poste, il est resté 21 ans au poste, Rachid les a donnés, donc cette famille, à Mahdi, à Hadi, elle est devenue avec Rachid, dans le temps de Rachid un peu, c'est elle qui décide de tout. Et elle a eu ça au temps de Rachid, pourquoi? Parce que eux, quand Hadi est devenu à la tête de l'État, Hadi, il était dur, même avec sa mère. Il a trouvé que sa mère, qui était une captive jaria, donc une esclave berbère de l'Afrique du Nord, elle a pris beaucoup de place dans la gérance des affaires de l'État. Et c'est la première fois qu'on voit une femme vraiment, où on trouve les chefs, tout le monde, celui qui veut un poste, il tape dans sa porte. Il a demandé à tous les chefs de ne plus aller chez sa mère. Celui qui a eu des problèmes. Et il a voulu, parce que les Abbassides sont tombés dans le créneau omeyyade, c'est de faire allégeance à deux frères en même temps. Et le Mahdi a fait allégeance à son fils Hadi, et après Hadi, c'était Rachid. Donc le Hadi, après 11 mois, juste 11 mois, il a voulu évincer son frère. La personne qui n'a pas voulu, c'était Yahya ben Khaled al-Barmaki. Il a refusé. Il a vu que Ja'far,
le fils de Hadi était encore petit, 15, 5 ans, 6 ans, et que si le calife fait ça, ça veut dire qu'il va pousser les hommes de l'État à faire ce qu'ils veulent. Donc il va créer un sentiment de chaos. Chacun peut décider ce qu'il veut. Il a joué un rôle dans l'intronisation de Rachid. Quand Rachid est devenu à la tête de l'État, cette famille a eu sa place. Elle est devenue un peu la famille incontournable dans les affaires de l'État. Et elle a pris des proportions énormes. Des proportions énormes. Tout ce que les gens veulent, s'ils veulent accéder, tape chez cette famille. Et elle est devenue la famille qui fait et défait dans le règne de Rachid. Ça a poussé le clan arabe, comme c'était des Perses, le clan arabe, à un peu éveiller Rachid. Ce clan arabe avait une personne très importante à la tête. C'est le fils de Rabi' ibn Younes, Al-Fadl ibn Rabi', qui était le ministre de Mansour. Il était le chef de ce clan arabe de l'époque, il était un arabe de souche. Il a utilisé la femme de Rachid, Zubayda, vu que son fils, elle voulait que son fils sera à la tête de l'État après son père, et que les Barmakis veulent Ma'moun, son frère, à la tête de l'État. Donc, cette lutte a ravivé les deux clans, le clan arabe et le clan perse, et même, elle a fait une autre erreur, cette lutte. Elle a donné des ailes, aux résidus sassanides. Parce que l'islam, quand il est venu dans ces pays-là, n'a pas imposé la religion. Donc les gens qui adoraient le feu sont restés, ceux qui sont devenus musulmans sont devenus, ceux qui ne sont pas devenus ne sont pas devenus. On n'a pas imposé, on n'a pas châtié les gens parce qu'ils adoraient le feu. On a donné le même statut que les gens des livres. Donc, d'autres personnes, surtout dans les confins de l'Est, donc au-delà de la rivière, comme on appelle, les pays au-delà de la rivière, les gens ont commencé à s'organiser, certaines personnes, émanant des sectes et tout ça de l'État sassanide, pour déloger l'État abbasside. Donc, pour un peu déloger les musulmans. Cette lutte, où, quand elle a commencé un problème dans ces pays-là, dans la région de la personne s'appelait à l'époque Ishfin Haïdar Ben Kaous, un autre il s'appelle Maziar, il était de Toborstan, donc dans la région un peu de la mer Caspienne. Tous ces gens-là, qui n'étaient pas musulmans, voulaient reconquérir leur état d'origine des Sassanides. Et Haroun a commis la même erreur que son père. Il a pris ses deux enfants, Amin et Ma'moun à la Mecque. Il a écrit un livre d'allégeance, qu'après lui, ça sera son fils Amin, et qu'après Amin, il sera son frère Ma'moun. Et on a mis ce livre dans la Kaaba, donc dans le sanctuaire de l'islam, à l'intérieur. J'ouvre une petite parenthèse. Les musulmans doivent bien savoir qu'il ne faut pas faire 3 erreurs dans la vie. Il ne faut jamais prendre le Coran et mettre la main pour jurer. Parce que si tu prends le Coran, tu mets la main jurer et tu jures faux, il y aura quelque chose qui va venir chez toi. Ça va pas, c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui le font. Mais attention. J'ai vu une personne, une fois, qui a juré sur le Coran comme ça, qui n'a pas volé. Effectivement, il a volé. L'Algérie n'a pas volé. Il est devenu pauvre. Et c'est appauvri. J'étais présent. Et c'est appauvri. Et je lui dis, ah bon, 4000, c'est rien. J'étais présent, je lui dis, c'est rien, on va trouver une solution. Non, 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 je jure. Il a juré, il a payé. Il ne faut pas jouer avec la Kaaba. Quand on est devant la Kaaba, il faut bien savoir que ce n'est pas un jeu. Et tout ce que se fait devant la Kaaba doit être respecté. Celui qui ne respecte pas partira. Il va payer cher. Et le prophète. Donc, prenons le prophète en considération. Il ne faut jamais dire quoi que ce soit de mal sur le prophète.
toute personne finira par payer. Donc ça, c'est pas facile de dire les choses. Malheureusement, cette erreur a coûté cher au clan arabe Al-Amin après. Au début de cette insurrection, donc, Rachid est sorti avec son armée en allant vers ce pays-là, à l'est, parce que les Abbassides savaient que leur force réside dans cette région. En arrivant dans la ville de Mashhad actuellement, qui s'appelait Tos, il est tombé malade et il meurt. D'ailleurs, l'imam Ali ben Moussa Reda, que les chiites vénèrent jusqu'à présent dans cette ville, est enterré à quelques mètres de Haroun al-Rachid. Pas loin l'un de l'autre. Mais personne ne parle de la tombe de Haroun al-Rachid, qui n'est pas loin de la tombe de Ali ben Moussa Reda. Donc l'imam chiite enterré et qui a son tombeau, il y a tout, à la ville de Mashhad. Juste une question, chef. Lorsqu'on parle ici de Rachid, c'est Haroun al-Rachid, oui. Haroun al-Rachid. C'est le calife Haroun al-Rachid qui est vénéré, qu'on connaît les lui, tout ça. Donc ça, c'était un peu... Donc ça, c'est... Cette lutte, ce clivage entre les deux clans, elle est apparue au grand jour dans cette guerre entre Amin et Ma'moun. Parce que Fadl ibn Rabi'a, à la mort de Rachid à Mashhad et enterré, il a décidé de rebrousser chemin à Bagdad. Le problème qu'il a laissé Ma'moun seul chez les Perses. Donc cette lutte a été fatale. Pourquoi? Parce qu'avant, Rachid a pris la décision de mettre fin à la domination des Barmakis, à la domination de cette famille des Barmak. Il les a exterminés. Et vous allez lire, des livres ont été faits et tout ça. Chacun dit ce qu'il dit. Pourquoi? Moi, je pense qu'il a fait ça pour raison d'État. Parce que quand on devient une personne proche des gens qui gouvernent, il faut leur laisser leur place. Il ne faut pas empiéter sur la place des personnes qui gouvernent. Il faut lui laisser comme quoi qu'il gouverne. Si tu prends toutes les positions à sa place, ça veut dire d'une façon indirecte, tu le mets pour jeu, il finira par se manger. Et ça a été, donc, à mon avis, malgré que vous allez voir et les personnes qui l'ont poussé à ça, c'était ce Fadl ibn Rabi'a, comme je vous l'ai dit, c'était sa femme Zubayda et tout ça. Maintenant, Ma'moun a été laissé où une autre famille a émergé. On s'appelle les Sahl. Al-Hassan ben Sahl ou Al-Fadl ben Sahl. Et ceux-là étaient vraiment aussi des politiciens. Ils ont pu, dans cette guerre qui a opposé les deux frères, à que Ma'moun prendra le dessus sur son frère Amin. Amin il est immature pour devenir calife. Il est immature pour devenir calife. Malgré qu'il est un descendant des Banu Hashim, sa mère et son père sont des Banu Hashim, tels que l'imam Ali, tels que l'imam Hassan. Mais il est très loin de ce genre, de ces deux personnes. Il est très loin. On ne peut pas le comparer à l'imam Hassan. On ne compare pas l'incomparable. Donc on ne peut pas le comparer. Amin a été une personne immature pour devenir vraiment un chef d'État. Et c'était son frère, Ma'moun, qui est devenu un chef d'État. Cette victoire de Ma'moun sur Amin a eu un grand impact. Politiquement, c'était l'impact qui a fait sortir les Arabes de la vie politique. Après la défaite de l'Amin, les Arabes sortent des champs politiques du monde musulman. Donc les Arabes de souche ont quitté le champ politique. On ne trouvera pas les Arabes sur le champ politique. La plupart des familles, la plupart des gouvernants, la plupart des hommes d'État étaient perses, puis on a eu l'administration perse et l'armée turque. Donc les Arabes ont quitté la scène. Donc ça c'était un peu aussi politiquement. On a eu aussi maintenant que les Perses sont devenus à la tête de l'État. Au temps de Mu'tasim, à la mort de Ma'moun, toujours dans le domaine politique, l'arrivée des Turcs. L'arrivée des Turcs. C'est au temps de Mu'tasim. Mu'tasim était une mère turque
il a décidé, parce que la plupart des califes étaient les fils des servantes. Donc, sa décision a été de faire venir les Turcs dans l'armée. Et c'était des milliers de personnes qui ont défilé sur Bagdad, Turcs, donc dans l'armée, très fort. Tous venaient à l'époque des steppes asiatiques. Donc c'est pour ça la Turquie jusqu'à présent, elle a une influence. Elle a des problèmes avec l'Iran, avec la Chine, avec la Russie, vu qu'elle a une influence d'Istanbul jusqu'au Kyrgyzstan. Donc jusqu'à la frontière chinoise, même jusqu'au Turkestan oriental. Donc là, c'est une province chinoise actuellement. La Turquie, elle est très forte, parce que c'est des Turcs d'origine, même c'est une race dont on parle de la race turco-mongole. Donc, et tous ces gens-là sont devenus des militaires. Donc, ça vient bien, c'était des chevaux, des gens dans la steppe, donc c'était des militaires, autant de Mu'tasim. Et c'est là où Mu'tasim lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la décision, Mu'tasim lui-même, a pris la décision, quand il a vu que c'était trop, de bâtir une autre ville qui est devenue sa capitale, qui s'appelle Samarra. Samarra, elle est au nord de Bagdad. Là, il existe toujours cette ville. Donc c'était une ville garnison militaire, généralement, avec ses problèmes. Donc c'est là où il a fondé aussi, donc, parce qu'il y avait trop pour ne pas empiéter sur le genre de Bagdad. Il y avait trop de militaires turcs. Et c'était à Samarra, donc Mu'tasim. Et la capitale, Samarra, on va la voir, elle a pris beaucoup de temps pour un calife revienne à Bagdad. Donc on a pris aussi 100 ans, plus de 100 ans, où Samarra était à la tête. C'était l'arrivée du Turc. On assiste aussi à une chose importante que je soulignerai au temps de Ma'moun, toujours dans le domaine politique, il faut bien lire, je suis dans le domaine politique, on va voir dans le domaine donc, religieux et pensée, tout ça, plus dans le domaine socio-économique. Donc je demande tout ce qui s'est passé politiquement durant cette période première. On a eu, au temps de Ma'moun, vu qu'il était très proche des thèses chiites. Il avait de bons liens avec Moussa, avec son fils Ali, tout ça. Il avait même, il est allé jusqu'à, c'est le premier à avoir réfléchi à une sorte d'alternance de pouvoir entre les deux clans. C'est la première personne à avoir vu ça. Donc, il a nommé Moussa, ou son fils Ali, à la tête même de l'État musulman. Son problème, qu'il n'a pas pris en considération le timing. Quand on fait des choses politiquement, il faut choisir le timing. Il a fait ça avant d'entrer à Bagdad, en conquérant et la mort de son frère. Il aurait dû faire ça après avoir installé à Bagdad, après avoir régi l'État, 2 ou 3 ans, avoir les commandes et les leviers de commande, annoncer l'idée de cette alternance, qu'il y aura un calife, donc de la famille du prophète, donc de la famille Hassan al-Hussein, et ministre de la famille Abbas, et une alternance dans ce poste-là. Ça a été le premier à avoir réfléchi ça, mais quand il a fait le timing, c'était avant. La population de Bagdad, le clan abbasside, tous s'est révolté contre lui. Et même on a dit qu'il n'est plus calife. On a fait allégeance à son oncle, à l'oncle même de Rachid, Brahim ibn al-Mahdi. Et puis il a pu stabiliser la situation et revenir sur scène. Donc revenu sur scène, mais il était très proche. C'est pour ça, je ne crois pas à l'idée que c'est lui qui a... Parce qu'il y a beaucoup de chiites qui avancent, c'est lui qui a tué... Non, Et tu écris? Oui, qui a tué l'imam Ali ibn Moussa. Je dis non, il n'a pas tué. Non, je ne crois pas ça. Et je lui dis ça à une personne compétente chiite. Il m'a dit aussi, il y a des thèses chez eux. Il y a des qui disent non, qu'il ne l'a pas tué. Il m'a dit, je l'ai lu dans les thèses chiites. Donc, pour ça, je ne crois pas à ça. Je dis, écoutez, c'était un timing... donc dans son timing, il ne l'a pas pris en considération, donc ça c'était son erreur. Donc on a eu, comme je vous ai dit, ce clivage qui a mis les Arabes politiquement, je le dis, hors jeu. L'arrivée du Turc et la prise
par les Turcs du commandement de l'armée. Donc, à partir de ce temps-là, toutes les armées des États musulmans étaient turcs ou kurdes. Donc, tous étaient de cette région. Donc, c'est la prise donc, par les Turcs donc, des armées musulmanes. Ça n'a pas suffi aux Arabes, cette défaite politique. On a eu, avec les Arabes, deux autres points. Leur sortie politique, suivie par une grande discorde que on la voit dans les livres. Dans tous les livres, donc, historiques de la période. Mais personne n'arrive à dire qui était derrière, comment ça a déclenché, pourquoi. Cette lutte, ou bien ce conflit inter-arabe entre ce qu'on appelle toujours les tribus du nord arabe, de nord d'Arabie, émanant de ce qu'on appelle le Taïsiya ou l'Adnaniya, et les Arabes yéménites, on appelle Yémaniya, elle s'est déclarée à Damas, et elle a duré longtemps, elle a pris beaucoup de temps. Le temps de Rachid jusqu'au presque au temps de Boutaoui. Elle a duré et elle a un peu divisé les Arabes, affaibli les Arabes, à un point où la région de Damas, donc le Cham, qui était un peu leur fief, les Arabes ont quitté un peu donc cette défaite, les a encore, ce conflit interne les a encore affaiblis. Avec l'arrivée des Turcs à la tête de l'armée, ils sortent définitivement de tout pouvoir de décision. Donc les Arabes sortent définitivement. L'administration est devenue perse et l'armée turque, au Kurdes, tout ça, les Arabes n'avaient plus de place. Dans ce contexte, on assiste par exemple juste après Moutawakkil à des tribus arabes telles que les Banu Assad qui habitaient entre Médine et l'Irak, les tribus de Najd, ont commencé à revenir à leurs anciennes cultures d'avant l'islam. C'est la culture du pillage, la culture de faire des ghazous, ça s'appelle. Donc, à l'ancienne culture, ce qui s'est passé. Donc, oui? Les razzias. Oui, au razzia et tout ça. Donc, on est revenu à l'ancienne culture. Et on voit que les Arabes ont fait cette régression. Et elle a duré dans le temps. Elle a duré dans le temps. Vraiment, elle a duré dans le temps. Il faut le dire, il faut vraiment la duré dans le temps. Et c'était malheureux que la race arabe a perdu toute place dans l'évolution politique, militaire, économique du monde musulman. Donc ça, c'était un peu... je termine parce que pourquoi cette évolution politique? Je veux que vous la lisiez, parce qu'elle a eu des effets après. Tout ce qui a été décidé ici a eu des effets après, et quand je dis après bien, vous êtes abbassides. Hein. Les Turcs ont pris l'armée, mais quelques années après, ils ont pris le pouvoir. Puis c'était des sultans turcs qui commandaient le monde musulman kurde. Puis c'était des Mamelouks qui étaient aussi d'origine turque, kurde et tout ça, et dans la région des Caucasiens, donc c'était de cette région-là. Puis on a eu les Ottomans, on a eu les Janissaires dans les pays d'Afrique du Nord, hormis le Maroc. Donc ça, c'était un peu ça a commencé tout ça, ça a influé sur l'évolution politique, tout ça. Donc, et sociale, tout ça du monde musulman. Donc c'est pour ça je vous ai parlé que Mansour, par exemple, a pris une décision de nationaliser un peu les gens, si on trouve quelqu'un, une famille qui a qui est devenue très riche, on lui prend une part de sa richesse. Il a fait ça, Mansour. Et avant de mourir, il a dit à son fils Mahdi que j'ai pris l'argent des gens, il est dans les tiroirs, quand je meurs, tu les appelleras, tu leur rendras leur argent. Donc c'est pour faire ces adeptes, ces hommes. C'est une politique qui a commencé. Mais cette politique, on va la voir, a eu beaucoup d'influence négative sur l'évolution économique après. Où tous les gens commencent, les gens riches et tout ça, essayer de tenir un minimum, donc un seuil minimum, de ne pas montrer trop leur richesse, par peur d'être
déposséder de leurs biens. On a eu cette idée d'enfouiner, de mettre dans des jarres de l'or et tout ça, et de le mettre dans les fonds. Donc tout ça, ça a commencé avec cette période-là. C'est que au lieu de faire tourner l'argent pour l'économie prospère, les gens ont commencé à avoir peur. Et cette politique, elle est retombée sur les califes eux-mêmes. On va le voir dans l'état Ubaïd, où le calife lui-même, il a été lui-même dépouillé, où des sultans lui ont demandé de tout faire sortir de la maison du califat. Tout ce que vous avez, on le prend. Donc, elle est revenue contre eux. C'est une mauvaise politique. Et une deuxième mauvaise politique. Elle a commencé par Ma'moun. Je vais lui donner en arabe, et j'espère que vous m'aidez en français, c'est Al-Iqta' al-Siyasi. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Iqta' al-Siyasi? Le mot Iqta' était en Europe très connu au Moyen-Âge. Ça veut dire, je vous donne les lettres. Le Ma'moun, il a trouvé que le territoire est vaste. Il est incontrôlable. C'est difficile à une personne de Bagdad de contrôler ce qui se passe en Tunisie. Ni il se passe aux confins de la Chine. Il a appelé ses hommes. Il a dit, écoutez, je vous ferai gouverneur d'une province, par exemple, de Khorasan, Perse actuellement. Moyennant une somme d'argent annuelle. Et vous êtes libre de décider ce que vous voulez là-bas. Il a fait ça avec Tahar ben Hussein, qui était un grand chef militaire, donc au Perse, et avec Ibn Touloun, en Égypte. Après Moutawakkil, juste, on assiste à deux nouveaux États qui ont émergé. L'État toulounite en Égypte et l'État tahirite en Perse. Donc, cette décision que j'ai appelée, donc donner des provinces politiques, céder, comme ça, céder des terres politiques à, à une personne pour les gouverner moyennant une somme pour le calife, a conduit par le temps, après ces califes forts et tout ça, à l'émergence des États provinciaux dans le monde musulman. Et puis, à l'émergence du sultanat, qui se sont eux-mêmes mis le calife sous protectorat, comme je vous ai dit. Donc, une décision politique, au début, elle a conduit à une politique inverse, à une déliquescence de l'État abbasside. C'est là où le calife, après, n'est devenu que source de légitimité. Tous les sultans dans le monde musulman demandent une lettre de la part du calife qui reconnaît qu'il est sultan dans cette... et que les gens passent avec lui parce qu'il est nommé par le commandeur des croyants, moyennant une somme d'argent, des cadeaux annuels, des choses comme ça au calife, pas plus. Mais les sultans, donc les maîtres des provinces, sont devenus les vrais patrons des pays. C'est pour ça que je demande des réflexions quand les gens parlent du califat. Demande des réflexions. Quand une personne me dit qu'il faut que les musulmans reviennent avec un calife et tout ça, je dis, écoutez, lisez bien, lisez cette évolution. Il ne faut pas croire que les musulmans, que cet État qui a commencé avec les califes et s'est terminé dans l'ère ottomane, qu'il y a eu toujours quelqu'un qui a décidé. L'évolution historique n'est pas comme ça. N'est pas comme ça. Il faut qu'on soit clair net, elle n'est pas comme ça l'évolution historique. Donc les gens qui ont cru ça, c'est pour ça l'idée de ressurgir certains mouvements islamistes, ça, ils s'attendent. Ils doivent le lire. Ils doivent lire la vérité, parce qu'il faut qu'on lise la vérité sur l'évolution politique. Est-ce que le calife, vraiment, il avait tout? Est-ce qu'il décidait? Donc ça, c'était un peu dans les évolutions politiques, donc avec Ma'moun, durant cette période. J'ai donné les principaux points dans l'évolution politique. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire ça, en fait? Quel était le raisonnement? Oui. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire ça? C'est un problème. Il a dit que c'est vaste. Il a dit, je suis à Bagdad, je ne peux pas savoir ce qui se passe là-bas.
Dans ce contexte, j'ai toujours dit, la seule personne qui a été en avance sur son époque, c'était Omar Khattab. Omar Khattab n'a pas réfléchi à mettre des gens là-bas. Non. Il a dit, moi je partirai là-bas et j'entendrai les gens. Donc il a réfléchi sur des conseils provinciaux, sur des, comment on dit, des parlements provinciaux au début. Donc donner à cette population égyptienne, à cette population de Bagdad, le droit de choisir, d'avoir, de dire, pas de nommer quelqu'un de Bagdad qui va gouverner ces gens-là, ils ne le connaissent pas. Donc, et c'est pour ça qu'on a eu des gouverneurs de qualité, on a eu d'autres de moins de qualité, et ainsi de suite. Parce que les populations n'ont jamais été consultées. L'idée de Khattab, elle a été incomprise. Les gens ne l'ont pas compris. Personne n'a réussi à la comprendre, n'a essayé de la voir. Parce qu'il avait 1000 ans d'avance par rapport aux autres. Donc les musulmans n'ont pas eu cette réflexion par rapport à eux. Ça, c'était un peu ce que j'ai dit, l'évolution politique. Je parle maintenant de l'évolution religieuse, de l'évolution, comme on dit, dans le domaine de la pensée, tout ça. On assiste, durant cette période, avec le temps de Mansour et de Mahdi, tout ça, à l'émergence de ce qu'on a appelé dans l'histoire de l'islam. Et ça, je peux le dire, qu'il résulte du milieu irakien, ce qui se passe en Irak. Durant le 1er siècle, on n'a pas eu de questions aux compagnons, ni à ceux qui les ont suivis, à part une seule question que tous les musulmans le disent, qui a été formulée à l'imam Malik, où une personne lui est venue demander qu'est-ce que ça veut dire le verset Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Donc, par ça, on n'a pas eu, parce qu'il n'y a pas eu de discussion dans le milieu du Hijaz, dans le milieu aussi scientifique du Hijaz et tout ça, des imams, sur des choses de dogme. Mais comme le milieu irakien est ouvert, l'Irak a vu 4 grandes civilisations dans sa terre. Donc, il y a eu les Ashurites, il y avait Akkad, il y avait Saoumer, il y avait Babylone. Elle a été dans une grande période proche, bien, terre de l'État sassanide, donc il y a aussi civilisation perse, très proche de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en Chine, donc tout ça. Donc c'était un milieu très ouvert de ce qui se passe, même en Grèce antique. Il y avait beaucoup de gens qui ont côtoyé des gens qui savaient beaucoup sur les anciens, tels que Hérodote, tels que Platon, tout ça. Donc ça a été une grande terre de civilisation. Les musulmans venant ici, après donc 100 ans, les discussions ont commencé sur le dogme. Ici, on a vu l'émergence de ce qu'on appelait science du dogme, ilm al-kalam. Théologie. Oui, théologie. Les gens ont commencé à parler de ça. Qu'est-ce que c'est qu'Allah? Parce que chaque civilisation, chaque religion avait sa propre pensée, sa propre culture. Et Mahdi a décidé de mener la guerre à tout ça. C'est de l'hérésie. Donc c'est des hérétiques. Et là, au sein des musulmans, il y avait une faction aussi qui a commencé à la fin de l'État Umayyad à émerger. C'était au début sur une chose importante. Quelle est la place d'une personne qui a commis un grand péché? Les Kharijites disaient qu'il est en enfer. Les sunnites disaient. Si les musulmans ne peuvent pas dire qu'il est en enfer, c'est Allah qui va décider. Donc, nous lui espérons le bien. Eh bien, Wassil ibn Ata a dit non, il a dit, il est dans une. On appelle, il est entre les deux. Al-manzila bayna al-manzilatayn. Il dit là, là. Entre deux. Entre deux. Quand il a dit ça, il y avait Hassan Basri qui était très présent, un des grands de l'islam, qui a refusé cette idée-là. Il a trouvé que c'est pas normal. Et bien cette faction a commencé à sortir. On va la prendre seule. Moi je vous donne juste comment ça a commencé. Et elle a développé ses idées et elle est rentrée
en pleine discussion avec les autres dogmes. Et bien, Mehdi les a mis en prison. Ça s'appelle comment cette faction? Les Mu'tazila. Les Mu'tazila. Ça s'appelait les Mu'tazila. Donc, avec ses hommes et tout ça, on va lui faire une... donc juste, moi je donne l'évolution politique parce qu'on va revoir les Mu'tazila. C'est important dans le dogme. Et l'évolution de ce que j'appelle les écoles dogmatiques de l'islam. Comment ça émerge. Donc on voit ça. Puis ils ont été relâchés au temps de Rachid. Pourquoi? Parce que les autres dogmes n'ont pas eu quelqu'un devant eux qui va les discuter. Donc on les a fait sortir de prison. Le problème, qu'ils sont devenus les chefs d'État, les maîtres de l'État, on peut dire que l'État de Ma'moun, de Mu'tasim, de l'Ouattaq, pendant cette période, c'est leur État. C'est eux qui sont devenus un peu les hommes de l'État dans le dogme. Et c'est là où j'ai dit l'État abbasside est trop intervenu dans les affaires donc pour régir la religion musulmane. Même elle a voulu faire de ce dogme-là, comme on voit, le dogme de l'islam. Elle a voulu l'imposer aux imams et tout ça, et à tous les musulmans sur terre, que la seule façon de croire à Allah, de croire à l'islam et tout ça, de croire au Coran, c'est via ce dogme des Mu'tazila. Et elle a voulu l'imposer par la force. Cette période s'est terminée au temps de Mutawakkil. Donc on a vu cette école, donc qui est une école rationnelle, il faut le dire, qu'elle a des avantages, qu'elle a des inconvénients. Mais quand on va la voir, Inch'Allah, il faut qu'on soit objectif. Hein. Nous, on fait de l'histoire. On fait de l'histoire et son évolution et son impact sur la société. Donc on ne va pas faire, ni on ne fait pas du prosélytisme, ni pour les salafistes qui étaient contre, ni pour les Ahl al-Hadith, les gens qui, ni pour les Mu'tazila. L'histoire, il faut être un peu objectif, dire voilà ce qui s'est passé. Donc, cette école a commencé, elle s'est terminée pendant cette période, elle s'est terminée politiquement, mais elle s'est terminée effectivement, et je le dis effectivement, la pensée mu'tazila s'est terminée effectivement, c'était pendant la période seldjoukite, où il n'y avait plus personne donc, qui a écrit au nom de cette école. Donc cette école, elle est partie. Et je le dis honnêtement, si ce n'est pas une école islamiste récemment qui les a réussités, ça fait 50 ans, peut-être je dirais, personne n'entendra parler d'eux. Donc ils ont été réussités dans les écrits, ça fait 50 ans, par les salafistes. Quand on parle du dogme salafiste, on essaie toujours de revenir à cette période-là, au problème avec les Mu'tazila, ce qui s'est passé. Donc, si les salafistes n'ont pas écrit pendant ces 50 dernières années, personne n'en parlera des Mu'tazila. Donc c'était un peu la mort de la pensée des Mu'tazila, donc pendant l'ère seldjoukite. C'était leur mort effective. Il n'y avait dans le monde musulman que les Asharites et les Maturidites, donc ces deux écoles-là, et l'école à l'époque salafiste, ou bien l'école chiite, donc cette école. On assiste aussi, pendant cette période, dans ce domaine-là, à la naissance de ce qu'on appelle Ahl al-Hadith, donc les transmetteurs de Hadith. Ces transmetteurs sont passés par deux choses ou trois choses. On va les voir. La première période, c'est la période d'amasser, hachou. Donc, on essaye... Recension. D'amasser. Chose qui a fait un peu un problème à ces grands imams qui ont créé cette science qu'on appelait le jarh wa ta'dil. C'est une science de vraiment mettre les choses au clair, qui est hadith, qui n'est pas hadith. Critique. Donc, qui a fait ça, qui a dit ça, qui a fait quoi. Donc, à la tête, c'était Bukhari, l'imam al-Bukhari, qui a dressé, donc c'était pendant cette période, c'était aussi la période où il a rendu visite à l'imam Ahmed quand il était en détention, donc chez lui, il était en résidence surveillée, il lui a rendu visite, l'imam Bukhari, c'était chez lui à l'époque. L'imam Bukhari a fait
des conditions pour l'acceptation du hadith. Effectivement, il a réussi à un peu dégager une somme de vraiment, qu'on a appelé dans le monde musulman, de recueil Bukhari, qui étaient des vrais hadiths authentiques et authentifiés par lui. C'est quelle période ça? C'était dans cette période-là, c'est la période de Al-Mu'tasim, Al-Ma'moun, c'était cette période-là, exactement. C'est quelle année environ? C'était vers 218 jusqu'à 250, c'était pendant cette période-là. C'était le début du 3e siècle de l'Hégire. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, cette période est très importante. C'est là où on a eu ces imams-là, Bukhari, puis on a eu juste derrière le Muslim, on a eu Abu Daoud, donc l'imam Abu Daoud, on a eu l'imam Ahmad, l'imam Ali bin Madini, et donc toute cette école, qu'on les appelait Ahl al-Hadith, donc les gens transmetteurs des hadiths du prophète sallam, ont émergé et ont fait toute une école. On assiste aussi pendant cette période. Ça, pour répondre au dogme des Mu'tazila, aux prémices de la naissance, donc c'est Ahl al-Hadith, ont voulu aussi faire un dogme sunnite. Donc aussi, ça a commencé, cette idée, et c'était la personne qui a été la première, j'ai la payé de sa tête, c'était Ahmed bin Nasr al-Khuzai, qui était tué au temps de Ma'moun, je crois, au temps de Watiq, au temps de Mu'tasim ou Watiq, l'un des deux, par Ahmed bin Abi Du'ad, qui était le qadi du Mu'tazila. Donc Ahmed bin Nasr, cette personne, donc s'est querellé avec les Mu'tazila pendant leur état, sur certains points, comme on va voir, il disait, on ne peut pas voir Allah. Lui, il a dit, non, nous, dans la Sunna, on le verra le jour de la résurrection, donc dans l'autre là. Donc il y a eu des choses pareilles. Donc c'était les prémices de ce que j'appelle la naissance au sein d'Ahl al-Hadith d'une faction qu'on a appelée après les salafistes. Donc il n'était qu'une fraction de ce courant-là, de ce courant de Ahl al-Hadith. Ça a commencé pendant cette période, puis elle s'est un peu officialisée à la période aussi saljoukite. C'est-à-dire l'officialisation de tout ce que nous voyons aujourd'hui. On est en train de vivre. C'est pour ça, quand les gens parlent, par exemple, je m'habille comme le prophète. Il y a des gens qui s'habillent de ce qui se passe au 4e siècle et au 3e siècle. Ils croient qu'ils s'habillent de la façon prophétique. Donc, c'est pas logique. Il y a des personnes, il y a des habits qui n'ont pas été au temps du prophète. C'était 200 ans après, et toi, tu crois que c'est au temps du prophète. C'est faux. Il faut que tu sois plus ou moins lucide. Donc, il ne faut pas... C'est cette période. Donc, cette période, elle a, comme je dis, officialisé, mais tout a commencé pendant cette période. C'est là où toutes les idées ont commencé. Donc, voilà. On voit aussi, et je le dis honnêtement, le début aussi de soufisme. Au temps de l'imam Ahmad, émerge une personne aussi importante qui s'appelle Al-Harith Al-Muhasibi. Comme ça, Al-Harith Al-Muhasibi. Donc, on dit l'imam Ahmad. Et c'est là aussi ont commencé les premières réunions des soufis pour aussi invoquer Allah Azza wa Jal et faire leur propre. Ce qui a donné, c'était les premières prémices. Et avec Ma'moun, on a lancé, donc je vais parler de ça aussi, cette mouvance soufie dans le monde musulman, qui a eu aussi sa place. Hein. Je peux vous dire, après quand tout a été officialisé au temps des Saljukides, l'islam lui-même a pris ce cachet soufi. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voyez un grand imam, vous êtes tous des Marocains, vous pouvez ou bien turcs ou bien algériens, vous allez fouiller dans les archives du 5e, du 16e, 17e siècle, 15e siècle, vous trouvez un grand imam, un valeureux imam, une personne de renommée mondiale, avec 6 livres et tout ça. Mais en même temps, on te dit, il est d'obéissance soufie de telle confrérie. Malgré que peut-être il est plus savant que le chef de la confrérie lui-même. Mais c'était impossible de sortir de ce clivage. Si on trouve la plupart des imams de demain, malgré qu'ils sont des imams demain, ils avaient adhéré à une certaine confrérie dans le monde musulman. C'est ça que j'ai dit, il y avait un cachet soufi pendant longtemps dans le monde musulman. Comme maintenant, par exemple, c'est le cachet salafiste aussi, qui prime. Donc actuellement, on est dans cette ère du cachet salafiste.
donc, ou bien frères musulmans, de façon, ce nouveau clergé dans l'islam. Ça a existé, ça. Il faut lire la vérité. Il n'y avait pas, on trouvera, les indépendants, c'était minime. Quelqu'un qui était indépendant, c'était difficile. Préserver son indépendance intellectuelle, de penser, tout ça, c'était très difficile. Parce que tous les robinets étaient fermés. Donc ça, c'est qu'on va le voir. Ça, les prémices du soufisme, on a assisté plus tard que ça. Puis je parle donc le Harith al-Muhasibi, je parle des prémices. Donc ici, je parle prémices salafistes. Et je parle ici des prémices soufis. Al-Harith, comme ça, Al-Harith al-Muhasibi. Donc ça, c'est les prémices soufis. C'est aussi durant cette période. Et on assiste aussi, comme je vous ai dit, à l'officialisation des 4 écoles juridiques. Donc, les 4 écoles. Donc, l'école malikite, l'école hanafite plutôt. L'école hanafite, malikite. Vers 150, c'était ces 2 écoles. Donc 150 ont déjà été complets. Puis l'école chafite qui a commencé aussi, durant cette école, elle s'est terminée en 204. Et puis l'école hanbalite, donc vers les 250, comme ça, hanbalite. Comme je vous ai dit, ces 4 écoles, on va les voir. Leur divergence, c'était sur l'approche du hadith. L'approche des hadiths. C'est la divergence. L'école hanafite prenait comme source principale le Coran. Le hadith est soumis au Coran. Donc le hadith est soumis au Coran. Tout hadith qui est contradictoire à quelque chose coranique n'est pas accepté. Prenez par exemple le tutorat sur la femme que je vous ai expliqué. Abu Hanifa l'a refusé suite un verset coranique. Il a dit le Coran a donné le droit à la femme de faire ce qu'elle veut. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ. Ils ont une liberté. Elle a donné cette liberté. Donc pas de tutorat. Donc, parce qu'il a dit ce hadith-là est contraire au verset. Je ne l'accepte pas. L'école malikite, l'imam Malik, il a pris une chose importante, c'est le travail des gens de Médine. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire si vous dites à l'imam Malik que... Oui? Plutôt l'usage des... Oui, l'usage des gens de Médine. C'est l'usage des gens de Médine. Que la prière de Dohr se faisait de telle ou telle façon. Il te dit non. Nous à Médine, nous sommes à la 4e génération. Et c'était quelque chose de transmis. Donc de génération en génération connu. Personne n'a changé ce qui était fait au temps du prophète. Et donc si vous me dites un hadith qui est tel ou tel hadith, si ce hadith-là n'est pas conforme à ce que se faisait à Médine, je ne le vois pas comme étant une sunna. Il n'est pas pris comme étant une sunna. Dans ce cadre, par exemple, quand on lui a dit qu'il faut faire 2 prières, et l'imam il est sur le minbar, en train de faire sa prêche du vendredi, il a dit non. Il a dit les compagnons, les gens tous qui vivaient à Médine, quand l'imam monte sur le minbar, tout le monde s'assit pour entendre l'imam. Il a dit il n'y avait pas ce problème-là. Donc ne me dites pas que c'était hadith. Donc c'est pour ça, les Malikites ont développé, on va le voir après, au temps de Saljuqid, ils ont développé cette science, ce qu'on appelle science de l'usul, donc de usul al-fiqh, donc qui a commencé avec Shafi'i, qui a été bien développé après par les Malikites. Donc l'imam Shatibi l'a bien développé dans son livre Al-Maqasid, les finalités. Donc on trouvera donc cette pourquoi, donc quels sont tous fatwas. Il y a des principes, il y a la fatwa elle-même, il y a les finalités de cette fatwa. Si une fatwa donc, ne travaille pas une finalité, ça devient une fatwa absurde. Si la fatwa elle est contraire donc, au principe de l'islam, c'est une fatwa absurde. Donc c'est pour ça, cette école-là, ces 2 écoles-là ont été des écoles vraiment de très grande importance. L'école shafi'ite, donc
pour les Malikites, il y a aussi ce qui est dans le Coran prime sur aussi les hadiths. C'est Oui, le principe. oui, prime. Pour eux, mais le problème est dans le hadith lui-même. Chez les Malikites, le hadith doit être vu à Médine. Est-ce que le prophète l'a fait? Il l'a fait comme étant, parce qu'on dit qu'il y a des sunan mu'akkada, donc obligé de les faire. Pour eux, qu'il y a des sunan, donc mendouba, donc recommandé. Il y a mustahabba, quelque chose. Il y a ce qu'on appelle sunan matrouka, là où le prophète a fait une chose une fois, mais il n'est pas revenu. Chatibi parle de hadi du prophète. Il dit le prophète, il a un comportement hadi. Dans son comportement par lui, il dit, et ça c'est écrit dans les livres de fiqh, que le prophète, par exemple, il jeûnait jusqu'on dirait qu'il ne va plus manger. Puis il mange. Il mange, on dit qu'il ne va plus jeûner. Donc le prophète ne faisait pas quelque chose de constant. Il a dit ce qui, c'est les gens de Médine ont retenu la dernière période de sa vie. Donc c'est ça. Donc il m'a dit, c'est pour ça, quand il a parlé des hadiths, il a dit, il faut prendre ce qui était dernier de sa vie. Donc c'est pour ça qu'on a parlé, s'il a fait une chose une fois, on la voit dans un hadith, ça ne veut pas dire que c'est une sunna. Ils se sont posés une question, c'est pour ça, on va venir avec Chatibi, on est un peu en avant, juste je vous donne une idée. Quand vous venez avec un hadith, il dit, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit appliquer tout hadith sahih? La réponse a été non. Il faut qu'on voit s'il a été appliqué par les grands imams, si les gens ont parlé. Donc. Et même Chatibi dit, si tu trouves un hadith sahih, une fatwa d'un imam, suis la fatwa d'un imam avant le hadith, parce que tu ne sais pas mettre le hadith toi. Tu ne peux pas le mettre. Donc ça c'est une des choses qui a été développée par l'imam Chatibi. Merci de porter sur est-ce qu'un hadith authentique abroge le Coran? Comme ça c'est Shafi'i. Ça c'est Shafi'i. On va le voir. Ça c'est Shafi'i. Shafi'i, il a pris le hadith. Est-ce que je peux dire le mot en abstrait? Donc le hadith comme ça, extra. Il y a un hadith, on l'applique. Il ne faut pas voir par exemple, est-ce que ce hadith a été appliqué à Médine ou non. Donc directement, et il a élevé le hadith au rang du Coran, même pour lui, où le hadith authentique peut abroger un verset coranique. Donc Shafi'i est allé loin, il a placé le hadith vraiment au summum, et le hanbalisme, c'est une sous-copie du shafisme, pas plus. Donc on ne peut pas dire plus. Le fiqh hanbalite est une sous-copie du shafisme. Quand vous dites hadith, c'est hadith mutawatir ou bien c'est... Sahih, authentique, hadith sahih. Comme ça, authentique. Parce que j'ai lu qu'il y a le hadith mutawatir. Ça veut dire... Avec la chaîne de transmission. Oui, groupe sur groupe sur groupe sur groupe. Celui-là peut abroger un verset du Coran. Oui, mais ça c'est un hadith, ça c'est l'avis de Shafi'i. C'est Shafi'i qui dit ça. C'est le premier qui a posé, donc qui a mis presque le hadith au même sommet que le Coran. C'est pour ça que tu trouves chez eux, par exemple, pour appuyer ça, ils disent que le prophète sallam il a dit Ala inni utaytu al-Qur'ana wa mithluhu ma'ah, que j'ai eu la révélation coranique, j'ai eu aussi d'autres. Donc c'est pour ça qu'on essaie de placer le hadith au même titre que le Coran. Ça c'était l'avis de Shafi'i. On va voir le lit de Shafi'i après. Donc, si je peux me permettre, professeur, votre avis? Non, pas encore. Parce que moi je ne suis pas en train actuellement de vous donner le lit de Shafi'i. C'est pour ça, on va voir les Mu'tazila, on va voir le hadith après, on va voir les Shafi'ites, on va les voir, on va Shafi'ites, on va voir tout ça plus en détail, mais historiquement, bien, pas religieusement. Moi je ne suis pas, comme on dit, un spécialiste du fiqh shafi'ite pour dire telle ou telle chose. Moi je donne ce qui a été dit dans ce fiqh, quelles sont les principaux personnes qui ont émergé, quelles sont les grandes figures de cette, quelles sont les règles qui ont été dites par Shafi'i ou par Ahmed. C'est tout ce que je peux dire. Donc pour vous donner un avis historique de ce qui s'est passé, pourquoi il a répondu telle ou telle question. Je ne suis pas un spécialiste pour dire, écoutez, seulement je suis plus proche de deux grandes écoles, plus que des écoles shafi'ites et hanbalites. Honnêtement, je suis plus proche des autres écoles. Oui. Non, mais en fait, si on prend peut-être un exemple de hadith qui est traité différemment dans les quatre écoles, si on, je ne sais pas, par exemple, si l'exemple sur le tutorat sur les femmes, donc les hanbalites, Non, tous les trois ceux-là sont d'accord. Malik, Shafi'i et Ahmed sont d'accord sur le tutorat.
à part Abu Hanifa qui n'est pas d'accord. À part les Hanafites. Donc ça veut dire que les trois autres écoles sont d'accord avec quelque chose qui est en contradiction. Oui, oui, tu trouves des fois, c'est un peu, c'est pour ça, tout ça, tu trouves des choses bizarres, des choses qui vont te rappeler de cette, comment on dit, le vaste. Si vous entrez là-dedans, vous n'arrivez pas à sortir. Tu trouves par exemple dans une chose, Abu Hanifa et Ahmed ont le même avis. Mais donc ça veut dire qu'en fait, chez les Malikites, les habitudes des gens de Médine priment sur le Coran en fait. Non, c'est pas prime sur le Coran, mais explique le Coran. C'est pas le Coran. Il prime sur le hadith sahih, pas sur le Coran. Le problème n'est pas sur le Coran. Mais là, si on a un hadith comme le cas du tutorat des femmes qui est en contradiction avec le Coran, et que les Malikites l'appliquent parce que c'est... Parce qu'il a été appliqué à Médine. Mais donc ça veut dire que Ils refusent l'idée d'Abu Hanifa. Oui. En fait, ils sont... Parce que c'est pas on est contre le Coran. Des fois, on n'a pas la même interprétation des versets coraniques. Mais là, par exemple, ce verset-là, en fait, c'est... Oui, pour les Malikites, il n'est pas pour les... Il ne rentre pas dans ce problème de... Vous pouvez juste peut-être le répéter, s'il vous plaît? Le verset, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Celui-là, il parle d'une femme auquel son mari est mort et après avoir passé l'Arda, donc les 4 mois et 10 jours, elle peut. Donc si quelqu'un lui demande, c'est elle de décider si elle a. Ça, chez les Malikites, il est pour une femme, même pour une femme divorcée, pour une femme donc, qui est un peu mature, elle n'a pas besoin d'un tutorat, juste, le tutorat n'est plus un tutorat d'obligation, c'est un tutorat d'accompagnement. Ça, c'est chez les Malikites? Chez les Malikites, chez les autres aussi. Ils ont cette idée-là, parce que le prophète, il a dit, il a différencié le tutorat entre une fille donc, jeune, une femme, quelqu'un qui était déjà mariée, divorcée, tout ça, donc elle sait dans la vie, elle peut accepter ou ne pas accepter. Par contre, une qui n'a pas encore connu les aléas de la vie et tout ça, donc elle doit s'en référer à son tuteur, qui doit la... Et le tutorat est mal compris par les musulmans. On croit que le tutorat nous sert d'imposer à nos filles ou à nos femmes de se marier, de choisir telle ou telle personne. Le tutorat, c'est pour conseiller nos filles et leur servir de, comme on dit, de protection, pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber dans quelque chose où ils ne savent pas les tenants et les aboutissants. C'est ça le tutorat, le but du tutorat. Le but du tutorat n'était pas, mais les mal compris, les musulmans ont pris comme étant quelque chose, si je donne ma fille n'a pas le droit à dire non, oui ou non. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est faux et archi faux. C'est pour ça moi je n'accepte pas cette fatwa même dont on titre malikite que le père imposera à sa fille, ça c'est dans Cheikh Khalil, je n'accepte pas ça. Pour moi le tutorat est un tutorat généralement de protection et de montrer à ta fille, voilà, si elle n'est pas encore mariée. Par contre, si elle était mariée ou bien veuve ou divorcée, elle déjà connaît les aléas de la vie, donc elle a connu les hommes, elle sait comment... Elle est mature, donc son choix il est primordial. Et ça c'est dans le hadith. On a un hadith dont le prophète il dit Al-Bikr tusta'dan. Donc, par contre, celle qui est divorcée, c'est elle qui prend ça. Donc ça prouve que le tutorat lui-même est mal compris chez les musulmans. Donc c'est pour ça, tout ça, on va le voir pourquoi. Il y a eu même dans les fatwas, j'appelle une régression dans le droit de la femme. Parce que la culture qui a un peu influencé certaines choses. C'est pour ça que je vous dis, je suis malikite, mais quand je lis dans notre fiqh, dans mon Cheikh Khalil, une fatwa où elle est تزويج ابنته بكر دون إذنها لأنه أعلم بمصلحتها, ça je le vois faux. Parce que cette fatwa, je ne suis pas du tout d'accord avec mon école juridique, que je la soutiens. J'aime mieux un de ces jours, nous avons des imams valeureux dans notre rite malikite qui peuvent un peu rechanger cette idée-là. Donc, pour la pousser loin, donner ce droit de la femme à disposer d'elle-même. Donc, à avoir son mot à dire. Parce qu'elle a été mal interprétée, puis elle a été mal gérée, comme ça je peux dire. Les gens l'ont pris comme étant un... Est-ce que vous croyez qu'un père, par exemple, peut vendre sa fille d'une façon indirecte? Parce qu'il veut la faire, elle, si elle a son cœur, le cœur va loin, lui, il va donner à telle ou telle personne parce qu'il est riche. Donc elle a été mal vraiment
mal perçu. Donc c'est un problème aussi, des fois, il faut qu'on soit clair et net, il n'y a pas seulement, nous on a été, j'ai dit bien, l'approche avec le hadith. Je n'ai pas dit avec le Coran. Le Coran, il y a différentes interprétations, donc si on prend pas mal de choses, on voit dans des écoles juridiques, il y a des interprétations différentes des versets coraniques lui-même. Moi, ça on va le voir parce qu'il ne faut pas anticiper, il ne faut pas juste anticiper, je suis en train de donner ce qui s'est passé pendant cette période dans tous les domaines. On va revoir ça un peu plus en détail, mais soyons clairs, on n'est pas partisans. Je vous le dis, il ne faut pas être partisan de telle ou telle école. Il faut lire, voilà ce qui s'est passé pour que vous ayez le schéma complet. Parce que le problème des musulmans, quand il y a eu ce que j'appelle ta'assub, les gens, parce qu'on voit ici, après cela, ces écoles juridiques, chacun a eu ses adeptes. Et on a commencé même à fabriquer des hadiths pour tel ou tel imam, pour dire que notre imam est le meilleur que les autres, tout ça. Ça a été, parce que je n'aime pas ça. J'aime mieux qu'on soit clair. Donc, dire, écoutez, cette école, bien dans les choses, voilà ce qu'elle a développé, voilà ce qu'elle a développé, pour que les gens puissent vraiment voir cette, cette richesse aussi, parce que quand on n'est plus des adeptes avec fougue et avec un peu chauvinisme, donc comme ça. Donc il faut mieux de voir, on verra mieux. Donc je parlerai ici donc que ces 4 écoles juridiques, donc après, comme je vous l'ai dit, il n'y aura plus, on va voir plus d'écoles juridiques, ce qu'on voit que des grands imams avec des qualités hors normes et qui pouvaient créer des écoles juridiques, mais ne l'ont pas fait. Parce qu'on n'a pas voulu se disperser plus qu'il en faut les musulmans dans le fiqh. Ils n'arrivent plus à savoir où s'en sortir. Donc on a essayé de garder ces 4 écoles juridiques et chaque grand imam a choisi une école. Donc si vous prenez Ibn Taymiyyah, c'est un grand imam dans le cadre hanbalite. Même on peut dire, c'est un mujtahid. Quelqu'un qui a émis des avis, tout ça, mais suivant les principes de son rite, le rite hanbalite. Donc il faut bien voir ça. Qardawi actuellement, c'est un grand imam, mais dans le rite hanafite. Il est cadré par son école. Donc il essaye de voir dans d'autres écoles, mais généralement dans sa tête, il est cadré dans son école. Comme toute personne, si vous prenez par exemple, quand on est en Arabie Saoudite, vous avez les grands imams d'Arabie Saoudite, ils sont cadrés aussi dans leur école hanbalite. Donc chacun, il y a un cadre qu'il essaie de se cadrer, il peut émettre des avis qui peuvent concorder avec les autres écoles, hein, comme ça a été toujours ça. C'est pour ça que tu trouves des avis dans tel ou tel rite qui concordent avec l'avis d'un autre rite. Hein. C'est ça ce que j'appelle cette richesse qu'il faut toujours voir. Et ça, c'était un peu dans le domaine, comme je vous le dis. Le dernier domaine, c'est le domaine socio-économique. Qu'est-ce qui s'est passé aussi pendant cette période? Dans le domaine socio-économique, je vais essayer aussi de donner quelques exemples. Et tout ça aussi, il a une influence, hein, parce que c'était un peu l'influence. C'est la première fois, quand je fais mes études, ça fait quelques années, j'ai eu ces influences-là dans tous les domaines. On commence à... Il y a une richesse dans le monde musulman. Les gens sont riches par rapport aux autres coins de la planète. Si on prend l'Europe de l'époque et le monde musulman, c'était un peu la pauvreté en Europe, c'était un peu, je peux dire, le début de l'État en Europe. On a devant nous les Mérovingiens, les Carolingiens, les Mérovingiens qui ont commencé dans les années 800 en Europe. Donc, à part Rome et Istanbul, donc Constantinople, il n'y avait pas dans les autres contrées d'Europe vraiment. Donc, il y a une grande différence entre eux et le monde musulman. C'était un peu une grande différence dans tous les domaines. Dans le domaine à forte richesse et tout ça, on assiste à une vie mondaine. L'apparition de la musique. Ça n'existait pas avant? Pas tellement. Pas tellement. Elle existe chez les Arabes,
C'est pour ça le fiqh, dans le fiqh, ça aussi, ça influe sur les fiqh. Serpente de l'Hijir, à Médine, il y avait une femme qui donnait des concerts et tout ça, qui s'appelle Azzat al-Mayla. Il y avait aussi Ash'ab. Donc, il y avait à Médine. Mais c'était de la musique traditionnelle arabe, qu'on est comme ça, et avec un peu, je peux dire, avec des mots plus ou moins raffinés, quelque chose de bien. Pour ça, les musulmans, il n'y a pas eu de fatwa qui interdit les chansons. Mais pendant cette période, on assiste à une nouvelle vie mondaine, avec des... Parce qu'il y avait les esclaves, les servantes, les danses, même avec, je l'appelle, l'idée de mixité. Et le vin. Tout ça, ça donnait... C'est cette vie-là qui a conduit à l'émergence aussi, honnêtement, de ces fatwas qui interdisent... Donc des fatwas qui... C'est cette vie mondaine, avec tout ça, ça s'appelle Majalis al-Shara. Elle a conduit à des choses, à l'émergence de deux choses, dans les hadiths. Dans les hadiths, les gens, on est devant une faction des gens qui ont fait des hadiths, c'était pour moraliser la société. Parce qu'avec ça, on a reçu l'apparition des éphèbes. Je ne sais pas si... des éphèbes, qui a donné un peu à des choses connues comme l'homosexualité et tout ça. Donc l'émergence des éphèbes. Oui, oui, tout ça, oui, tout ça. C'était pas dans cette période-là. Rachid, Amin. C'était cette période-là, Rachid, Amin, Mamoun, donc c'était la période de la richesse, Rachid, comme c'était riche, quand il voyait, on dit, comme ça, des nuages, tombez là où vous voulez, j'aurai une part de votre récolte. Elle va y arriver. Donc le pays était vaste, riche. Juste une note sur les effets. Oui, c'est ça, les femmes. Je dis c'était ça. C'était dans cette période quand il y a eu ces Majar et ces Shara. Donc les gens, une minute, les gens restaient. Je vous explique ça. Écoute, je vais vous expliquer. Ça a été comme ça, donc les chapeaux et tout ça. Donc, ça a été avec les servantes, on s'est donné, tout ça. Puis on est on est monté. À l'époque, il y avait des jeunes, des gosses, des petits-enfants. On les fait venir et on les castre. Un jeune âge, donc 3 ans, 4 ans, et on les vend comme des gens qui travaillent dans les châteaux et tout ça, dans les forts, dans les châteaux, et ils peuvent rentrer voir les femmes et tout ça, sans crainte. Donc, mais cela donc, a développé aussi, ce que j'appelle avec ces mains, tout ça, il a développé même l'idée de l'homosexualité et tout ça. Tout ça est apparu pendant cette période, et est apparu un peu au grand jour, ce qui a conduit à deux choses, qui a conduit les soufis, une branche de soufis, à faire des hadiths pour moraliser la société. C'est là où on arrive à ces hadiths-là, donc pendant cette période, moraliser la société, si il y a un hadith connu, les musulmans font 15 choses, ils ont... donc tout ça, vous trouvez beaucoup de hadiths qui remontent ça, et que, dans les hadiths de Mundiri, donc dans Kitab al-Kaba'ir, quand vous le lisez ça, les grands péchés, un livre de Mundiri, la plupart des hadiths sont de cet ordre-là. C'est des hadiths, comme on les appelle, pour moraliser la société. Donc, pour moraliser la société, donc ça influe, et puis ça influe sur la culture des musulmans. Donc c'est pour ça, on a commencé à un peu, c'est suite à là, où la femme a perdu beaucoup de de ce qu'elle a eu pendant l'islam. On a commencé à la voir, on a calqué les servantes comme étant sur tous les gens-là, et on a commencé à rétrécir son champ de vision et tout ça. Donc, il a influé tout ça même sur les fatwas, au nom de Sabb al-Dara'i, donc obstruction à ça. Donc, il est devenu, la chanson est devenue haram, illicite, comment on dit, les instruments de musique illicites, ça illicite, ça illicite. Et si tu arrives à ça, donc c'est un peu à cause de ça. Ça, ce qui a influé pendant cette période, c'est cette vie mondaine qui était chez les riches, c'est ça où vous trouvez les mille et une nuits. Si vous lisez le livre Les Mille et une nuits, donc il reflète un peu une part
de la vie mondaine de Bagdad de l'époque. Donc, oui. Ces hadiths, ils ont été classés? Ces hadiths, après on va les voir, la plupart des ulama les ont refusés. Hein. Ils ont refusés. Honnêtement, les Bukhari et tout ça n'étaient pas des gens acceptés tel hadith. Hein. Et ces gens-là ont été interrogés, parce que aussi c'était des pieux, il faut le dire. Ils ont dit que, vous savez bien, le hadith du prophète, celui qui ment sur moi, donc attendra sa place en enfer. Eux, ils ont dit, mais nous, on n'a pas menti sur lui, on a menti pour lui. C'est ça ce qu'ils ont dit à l'époque. Et on a dit, écoutez, non, c'est faux ce que vous faites. Et puis, il y a un peu une unanimité chez les musulmans à dire que ces hadiths-là serviront dans ce qu'on appelle fada'il al-a'mal. Quand tu veux pousser les gens à faire quelque chose du bien et tout ça, donc ça s'appelle fada'il al-a'mal. On les accepte. À part, mais dans l'aqa'id, dans le dogme, dans l'ahkam, tout ça, non. Parce que ce n'est pas des hadiths du prophète. On ne peut pas faire quelque chose de... C'est pour ça les gens qui faisaient cette science de Jarh al-Ta'dil étaient vraiment intraitables dans ce point-là. Ils ne les ont pas acceptés. Ils disent non, on ne peut pas les accepter parce que c'est une religion. La religion est basée sur la vérité. Et quand on dit à une personne, il ne faut pas faire donc, un droit religieux sur base de ce qu'a dit une personne. Il est fait sur la base de ce qu'a dit le prophète, pas qu'une personne. Donc ça, c'est important. On assiste, idem, quand il y a un peu les problèmes où l'État n'existe plus, donc il y a des problèmes de guerre civile, comme ça se fait pendant Amin al-Mamoun, à l'apparition ici d'une forme de pillage dans les villes, des groupes de gens qu'on les a appelés à l'époque Shotar ou l'Iyarin, c'est des bandits, tout ça, donc qui commençaient. Et ces gens-là sont devenus après, on va les voir, jusqu'au 19e siècle, hein, ils ont existé dans le Proche-Orient, surtout jusqu'à la ville du Caire. On va appeler, donc dans la ville, vous entendez tous actuellement Al-Baltagiya. Donc les Baltaghi, donc les gens qui font ça, c'est un mot égyptien qui est rentré un peu dans le langage arabe. Mais avant il y avait une affaire qu'on appelle Al-Foutoua au Caire. C'était où tout le quartier avait presque des gens qui le défendaient d'une intrusion dans notre quartier. Il n'y avait pas d'État presque. Ça existait au Caire jusqu'au 19e siècle. Donc, Al-Foutoua. Donc, des gens de... Donc, ça, c'était un peu, avec l'apparition de cette catégorie de gens, donc elle a aussi influé après socialement dans le monde musulman. Et pendant longtemps. Donc, je vous ai dit, jusqu'à où on a eu au Caire au 19e siècle, donc, Al-Foutoua, d'ailleurs, Najib Mahfoud, dans un de ses livres, donc il raconte ces gens au Caire, donc comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils vivaient, donc ça remonte à loin, ce n'est pas quelque chose qui date de son temps. Hein. On assiste aussi chez les Arabes, pendant cette période, après qu'ils ont été mis au circuit, le retour de cette politique de Razia et les prémices de ce qu'on a appelé à l'époque, c'est un peu excroquer les gens, les pèlerins pour la Mecque. Donc c'était plus tous les tribus arabes, on les attend le pèlerinage. Quand les gens viennent en cours de route, on essaie de leur imposer donc qu'ils donnent avant de passer faire le pèlerinage. Donc, et c'était dur. Et c'était dur, il y a des hadjis qui ont été tués, il y a beaucoup de gens, donc c'était très dur. Et ça, il a construit aussi à une chose qui est restée dans le monde musulman jusqu'à présent, depuis cette époque-là. Toute personne qui allait pour le Hajj, avant d'aller, il invitait les gens. Comme il fait un peu ce qu'on appelle la soirée de sa mort. On appelle, oui, tous les Hajjis faisaient ça, même au Maroc, même en Algérie, même tout ça. Avant de partir, il invite tout le monde. Non, ça c'est l'habitude, parce qu'à l'époque, la plupart des Hajjis ne revenaient pas. Donc, ou bien ils meurent en cours de route parce que c'était des années pour y arriver, ils meurent en cours de route, ou bien on appelle les tribus à l'époque, comme je vous ai dit, ils peuvent les attaquer, ils peuvent les tuer. Non? Et d'ailleurs, je tiens à souligner une chose, c'est l'État saoudien. C'est l'État de Abdelrahman, le roi Abdelaziz.
le père de l'actuel serviteur de Dieu Saint d'Islam, donc le roi Abdelaziz Ben Saoud, s'il a vraiment pu avoir la suprématie à l'époque sur l'Arabie en 1920 et tout ça, jusqu'en 1930, parce qu'il a sécurisé la route des Hajj. Donc une personne qui va au Hajj n'a plus peur de rien. Mais il faut le dire, avant c'était aller faire le Hajj, c'était quelque chose de très dangereux, c'était une aventure, donc qui peut-être finira par la mort. Ça, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc les Arabes, comme je vous ai dit, sont revenus en arrière. Jusqu'à présent, à mon avis, ils n'arrivent pas à quitter cette sphère. Donc c'est difficile. Merci. Donc s'il y a quelque chose...